Voilà, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous pour ce webinaire Réussir en Chine, on l'a fait. Voilà, nous sommes le jeudi 25 mars et nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Alors, pourquoi nous organisons ce séminaire? Parce que nous partons d'un constat partagé avec Jean-François Lépine et ses équipes sur le fait que la Chine, le sentiment de méfiance vis-à-vis de la Chine est grandissant, notamment par rapport aux événements politiques récents et à la crise sanitaire. Je n'en dis pas plus, je crois que Jean-François en parlera. Alors, il nous est important aujourd'hui de continuer à faire ce qui nous anime, ce qui nous passionne, c'est-à-dire de parler de la Chine, d'expliquer ce pays si important, si incontournable pour les entreprises qui veulent aller chercher des leviers de croissance à l'international. Et donc, voilà, c'est pour cela aujourd'hui qu'on fait ce webinaire. Donc, je remercie tout particulièrement le gouvernement du Québec et les bureaux du Québec en Chine pour leur appui pour l'organisation de ce webinaire. Je remercie également, bien sûr, les entreprises qui sont avec nous pour témoigner de leur expérience, bonne ou mauvaise, aujourd'hui, avec Bibi Love Group, Mathieu-Louis Tremblay, avec Giga Technologies, Gracien Thériault, et aussi Pierre Morin, qui est à mes côtés, directeur exécutif Chine, donc pour Silicycle, et Francis Gagnon, bien sûr, des équipes du Bureau du Québec en Chine à Pékin. Voilà, donc sur le programme, prochaine slide, nous allons donc commencer par un mot d'ouverture de Jean-François Lépine, ici, voilà. Donc, il parlera de la situation sanitaire, des contraintes pour les entreprises québécoises, avec un bilan économique 2020 et les prévisions 2021, suivi de la présentation de 3 success stories donc pour les entreprises québécoises en Chine, entreprises que je viens de citer. Ensuite, nous parlerons rapidement des solutions opérationnelles et financières pour l'appui des entreprises québécoises en Chine. On est d'accord que l'essentiel de ce webinaire concernera l'expérience des entreprises qui sont avec nous, suivi en fin de webinaire par une session de questions-réponses où nous aurons un échange libre avec les entreprises, suivi des questions que vous pourrez poser, vous qui participez, qui écoutez ce webinaire, que je vous invite à poser donc, dans le box Q&A prévu à cet effet. Voilà, je vous remercie tous et toutes pour votre participation et votre présence ce matin, et on peut donc commencer avec Jean-François Lépine. Merci Philippe. Philippe, qui est le directeur général de Salveo, qui est un des partenaires de ce soir, qui va vous parler tout à l'heure des services qu'il offre. Et Philippe est maintenant associé à une entreprise au Québec qui s'appelle Go Export. On parlera de ça plus tard. Alors, écoutez, moi, simplement un mot au départ pour vous dire que Philippe l'a un peu évoqué. Vous entendez toutes sortes de nouvelles négatives sur la Chine, l'histoire des deux Michael, l'histoire de l'arrogance de ce pays-là d'une certaine façon, l'histoire des problèmes de négociation avec les États-Unis. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on est convaincus que malgré tout ça, et on va vous le prouver ce soir, ça demeure un marché incontournable d'1,4 milliard d'habitants avec la plus grosse classe moyenne au monde de 400 millions d'habitants. Et simplement pour vous montrer la réalité, cette semaine, The Economist titre en page couverture « The brutal reality of dealing with China ». C'est vrai, ça existe, c'est un marché difficile, mais on va vous présenter, c'est ça qu'on voulait faire. Des gens qui ont réussi dans 3 domaines différents, complètement différents, et on pense que ça va être, à partir de ça, une réflexion pour vous qui va être vraiment intéressante. Alors, moi, simplement pour vous dire, le Québec en Chine, je pense que vous voyez le PowerPoint, on a 4 bureaux en Chine, à Pékin, c'est le premier bureau qu'on a créé, à Qingdao, dans une province, le Shandong, 100 millions d'habitants avec le Québec, avec laquelle le Québec a une entente particulière, Shanghai, la capitale économique de la Chine, et Shenzhen dans le sud, qui est vraiment ce qu'on appelle la région de la Grande Baie, la région la plus jeune en termes de population de la Chine, mais aussi, on pourrait dire facilement, la plus dynamique en termes de progression. Donc, 4 bureaux en Chine pour vous servir. C'est ça qui est très important. Vous payez des impôts pour ça et nous, on est là pour vous aider. Hong Kong, c'est important de mentionner, malgré tout ce qui se passe à Hong Kong, le Québec est là aussi et pour vous aider parce que ça demeure une plateforme commerciale et financière importante.
souvent, quand on fait affaire en Chine, c'est même plus confortable d'une certaine façon. Et encore, on a un bureau d'immigration, le Québec, mais qui va se transformer au cours de la prochaine année, où on va avoir du personnel qui va s'occuper du secteur commercial. Ça fait 50 dans ce grand territoire-là dont vous pouvez profiter. On va aller à l'image suivante, simplement pour vous montrer nos résultats en Chine. Ça va vous encourager. Pendant la pandémie, en 2020, on a eu une progression des exportations du Québec de 42,7 par rapport à l'année précédente. C'est un record canadien. La moyenne canadienne est de 7 Et donc, ça vous illustre encore une fois ce que je vous disais. C'est sûr que nos produits vedettes, c'est des produits immenses en termes de marché, des minerais, les viandes, mais il y a aussi toutes sortes de produits dans le secteur des technologies de pointe, dans le secteur des pâtes et papiers, dans différents secteurs, les secteurs de consommation, des niches de consommation dont on va aussi vous parler ce soir. Et donc, c'est important de savoir ça pour vous. De 2016 à 2021, on a eu une augmentation de nos exportations en Chine de 76 donc on a presque doublé notre présence en termes d'exportation en Chine. Et puis, dernière chose dont je vais vous parler en termes d'image, c'est la Chine elle-même. La Chine, prochaine image, Grégory, la Chine, elle est dans quelle période? D'abord, elle a réussi à régler bien plus rapidement que nous, en l'espace de 2 mois au maximum, la pandémie, qui était d'ailleurs née dans la province du Hubei. Et donc, cette situation-là a été résorbée très vite. La Chine a été la première grande puissance du monde à rétablir son économie pour avoir une croissance moyenne en 2020 d'à peu près 2,8 mais on prévoit qu'en 2021, la croissance sera autour de 8 Donc, l'économie ici, c'est boom, c'est un boom, c'est extrêmement important. Donc, il y a des opportunités, plus que vous pouvez imaginer. Et nous, les bureaux du Québec, on peut s'assurer que vous aurez une présence sur place, souvent même en vous représentant ou en organisant des activités en ligne. De toute façon, tout à l'heure, Francis va vous parler de tout ça. Donc, la Chine, elle veut miser au cours des prochaines années sur sa classe moyenne, justement. Les Chinois sont trop dépendants des exportations. Ils ont décidé de miser sur leur marché intérieur pour se développer. Ça va être un phénomène inouï. Ils vont stimuler la consommation à l'intérieur. C'est bon pour nos entreprises. Et puis, la Chine aussi veut devenir la plus grande manufacture sophistiquée de la planète, en ce qu'on appelle le Made in China 2025. Ça veut dire créer des nouvelles infrastructures technologiques en termes d'Internet des matières, d'Internet de l'industrie, donc de circulation des informations. En termes d'innovation, de science et de créativité, c'est le pays au monde dans lequel les investissements en innovation croient le plus rapidement. Donc, c'est ça le pays dans lequel vous êtes si vous venez ici. C'est extrêmement important. Alors, donc, je vais vous présenter tout de suite la première personne qui va vous parler de son expérience en Chine. C'est dans le secteur des biens de consommation. C'est une compagnie qui s'appelle Bébé Love, une compagnie québécoise qui fabrique des objets pour bébés de haute qualité. Et je vais vous présenter Mathieu-Louis Tremblay, le président de la compagnie, qui va nous parler de leur expérience en Chine et comment, même pendant la pandémie, ils ont pris un tournant qui leur a permis d'augmenter de plus de 50 leur vente en Chine. Alors, on y va avec Mathieu. Merci Jean-François. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc, si on peut tout de suite aller à la page suivante. Dans le fond, pour introduire rapidement Bébé Love, effectivement, Jean-François, on fabrique, on développe, on design, on fait la conception et la recherche et développement pour des produits de haute qualité technologique dans diverses catégories de produits de puériculture pour les enfants 0-4 ans. On a fondé la compagnie en 2016, ça fait 5 ans, une croissance fulgurante, maintenant rendue dans 37 pays. Et la Chine est actuellement notre 3e marché d'importance. Pendant la pandémie, c'était notre 2e marché d'importance, étant donné le ralentissement qu'on a connu en Amérique du Nord. Évidemment, le Canada est encore numéro 1, mais sera détrôné très probablement cette année ou l'année prochaine, même si on a encore une forte croissance au Canada. Évidemment, le Canada étant notre marché primaire, il est plus mature et les autres pays se développent de façon très rapide au moment où on se parle. On est sans aucun doute la compagnie de produits pour bébés qui a la plus forte croissance en Amérique du Nord. Pour le reste du monde, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas toutes les statistiques, mais on est probablement dans le peloton de tête, j'en ai aucun doute. On va passer à la page suivante.
dans le fond, comment on se... oui, on va passer à la page suivante. Oui, voilà. Donc, comment on se décrit, dans le fond, c'est nos valeurs. On est une compagnie qui est basée sur la famille, donner confiance. Et ça fait partie, c'est important pour nous parce qu'on est une compagnie canadienne, des normes canadiennes qui sont bien réputées en Chine et ailleurs dans le monde, mais ça fait partie de notre histoire et c'est très important, l'histoire de notre compagnie en Chine. Ça prend une histoire à raconter, donc on inspire confiance. Les produits canadiens inspirent confiance. Des idées novatrices, on fait de la R&D, on n'est pas une compagnie qui fait la même chose que les autres, on se distingue et ça aussi, c'est important. On trouve des solutions, on règle des problèmes, on aide les problèmes des nouveaux parents et on leur donne une expérience, un lifestyle, comme on dit, qui leur permet de profiter des moments, de tous les moments de la vie avec leur enfant et leur donner la tranquillité d'esprit pour qu'il n'y ait pas à soucier du quoi, mais vraiment de profiter de chaque instant et pour grandir avec leur enfant. Donc, c'est vrai, fait partie de nos valeurs et on en est très fiers. On va passer à la page suivante. Dans le fond, notre façon de travailler, c'est de faire des produits qui sont sécuritaires, qui sont pratiques, bien conçus et durables. Et dans le fond, le but, c'est de simplifier la vie des parents. Et dans le processus, on a fini par faire des bons produits, mais notre vision est toujours de simplifier la vie des parents. On va aller directement sur la page suivante, parce que je veux, comme dit Jean-François, me concentrer sur notre parcours en Chine. Pour réussir en Chine, comment ça s'est passé pour nous? La compagnie a été créée en 2016 et dès le début, on a enregistré notre marque de commerce en Chine et ça, c'était très important et c'était une des étapes les plus importantes pour réussir. Aujourd'hui, on le sait, c'était parce qu'on n'était pas en Chine à l'époque et on sait que les règles de la propriété intellectuelle sont particulières. C'est premier arrivé, premier servi. Donc, étant donné qu'on avait enregistré la marque de commerce, personne n'a pu la prendre avant nous. Donc, on l'a fait au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Chine pour commencer. Maintenant, on l'a dans plus de 60 quelques pays. Je n'ai pas le compte exact. On a fait un exercice là, pour obtenir notre marque de commerce de façon mondiale. On sera probablement rendu à une cinquantaine de pays avec de la distribution de nos produits à la fin de 2021, début 2022. Donc, c'est sûr que l'enregistrement des marques de commerce sur tous les marchés, c'est important, mais la Chine, c'est particulièrement important. Ensuite de ça, il y a eu des premiers voyages de prospection. On a fait nos classes, comme on dit. On n'a pas commencé à vendre tout de suite. On s'est promené, on est allé rencontrer du monde, développer des contacts, rencontrer des Chinois. Et ça, c'est important parce qu'il faut tisser des liens. Il faut bâtir des relations. Il faut apprendre à se connaître, puis dans nos différences, mais aussi s'apprécier à faire des choses ensemble. Moi, j'ai développé beaucoup de relations personnelles à travers les années de mes voyages en Chine. On parle, dans les dernières années, juste avant la pandémie, on parle d'environ 3 à 4 voyages en Chine pour environ autour de 3 mois passés en Chine par année. Et ensuite, il y a des missions économiques. La première en 2018 avec le gouvernement, en janvier 2018 avec le gouvernement du Québec. Et c'est là vraiment qu'on a commencé à être plus actifs, à développer des liens et démarcher un premier distributeur pour la Chine. Et c'est notre façon de travailler à nous. C'est dans tous les marchés, c'est de travailler avec des distributeurs, généralement de façon exclusive. Et c'est ce qu'on a trouvé au mois de juin. Donc, on a commencé à travailler avec eux. Ça s'est très bien passé. Dès 2018, déjà au mois de juillet, on participait à un grand salon. C'est le plus grand salon du bébé au monde qui se trouve à Shanghai. Et on a collaboré, on a fait ça en collaboration avec notre distributeur chinois. Et toujours en travaillant de concert avec les équipes des délégations commerciales du Québec et aussi du Canada, on a pu développer des contacts d'affaires super intéressants et qui nous ont amenés à bâtir et développer des comptes pour nous. Ensuite de ça, septembre 2018, il a fallu s'établir un peu plus. On a travaillé avec un fournisseur logistique pour avoir du stock permanent en Chine. Alors, ça a été une étape importante qui nous a permis d'ouvrir le marché de façon plus importante. Et ensuite de ça, en novembre 2018, c'est là qu'il y a eu une seconde mission économique qui est le CIIE, qui était pendant le CIE à Shanghai. On a participé depuis la première édition au CIE et ça a été très, très fructueux pour nous et donné une très, très belle visite. On a rencontré beaucoup de clients et ça, de fil en aiguille, on bâtissait notre visibilité, notre réputation aussi dans le marché chinois. La page suivante, si vous avez... si ça fonctionne, je vous invite à cliquer sur le lien où ce qu'on voit justement de la télé chinoise, le CCTV. C'est peut-être en lag, c'est peut-être ralenti.
Moi, je l'ai en décalé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. De On voit M. notre Lépine, côté, justement. on voit bien. Présente. Et ça a eu une très, très belle visibilité, évidemment. On voit les produits. Vous voyez quelques-uns de nos produits ici qui étaient présentés à l'époque, en 2018. Alors, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est fait remarquer et ça a découlé sur différentes opportunités. Donc, je pense que c'est important de le mentionner parce que ces missions économiques-là, ces salons du CIIE et autres événements de visibilité ont été super importants pour nous. Ça nous a fait voir, M. Lépine, vous étiez là, donc on s'était parlé à l'époque aussi. Donc, c'était très agréable de travailler avec les gens d'Export Québec, les délégués commerciaux et de poursuivre notre développement. Et ça a porté fruit en janvier 2019, si on va à la page suivante. Donc, en janvier 2019, il y avait le salon de Hong Kong, mais évidemment, Hong Kong aussi a été une très grande place d'affaires. On a développé d'autres partenariats encore stratégiques avec des sous-distributeurs régionaux, surtout cette fois-ci, dans certaines régions, certaines provinces chinoises, et aussi à Hong Kong et Macao, qui sont évidemment des marchés très riches en Chine. En parallèle, évidemment, on développe dans ces salons-là le sud-est asiatique et d'autres marchés là, dans lesquels on a une très, très belle présence aussi. 2019, avril, une création de notre filiale chinoise, donc ce qui nous a beaucoup aidé pour gérer la fiscalité avec la Chine et les différents enjeux légaux et de travailler aussi comme les Chinois en Chine. Et ça nous a donné des avantages plutôt que travailler parfois comme on a pu travailler comme des compagnies locales. Et ça c'était très, très bien pour nous. Ça nous a aidé à avancer. Ensuite de ça, 2019 toujours, on a fait des investissements. On a commencé à investir dans le marketing digital, les médias sociaux, les influenceurs, en particulier avec les plateformes WeChat et Weibo, qui sont très populaires en Chine. Il y en a certaines autres aussi là, qui concernent en particulier le marché du bébé. De là, 2019 encore, une troisième mission économique en partenariat avec le Québec, encore une fois, qui nous a accompagnés cette fois-ci au salon CBME l'année suivante. Et ça a été une super belle expérience pour continuer à développer et rentrer des comptes majeurs. Au-delà de travailler avec des boutiques, maintenant, on développe avec des comptes plus importants. Janvier 2020, encore une fois, on est retourné. Comme je dis, il y a eu plusieurs voyages, donc on a développé beaucoup de choses de ce côté-là jusqu'à ce que la pandémie arrive. Donc, la pandémie, ça a été un gros tournant. Rapidement, je le mentionnais tantôt, M. Lépine vous le disait, le marché de la Chine est devenu encore plus important. Il est devenu en fait notre deuxième marché d'importance. Ça faisait pas longtemps qu'on avait commencé à vendre en Chine. Et quand les États-Unis, notre entrepôt a été même lockdown, a été arrêté pendant un certain temps aux États-Unis, eh bien, le marché chinois a pris, la Chine a été notre deuxième marché d'importance après le Canada. Il faut comprendre que pour nous, on est déjà, comme je disais, le Canada représente maintenant moins de la moitié de nos ventes au moment où on se parle et bientôt, ce ne sera plus le premier marché en importance à l'international, dans l'ensemble des marchés qu'on développe. Donc, le marché chinois, c'est très, très important et le potentiel est encore énorme. Donc, on continue activement. Et pour ceux qui se posent la question si les deux Michael puis toute la pression politique qui peut exister autour de ça nous a impacté, la réponse est non. Je n'ai jamais senti d'impact en arrivant en Chine. Je n'ai jamais senti qu'un client, un distributeur ou des relations d'affaires avec lesquelles je travaillais à différents niveaux nous a impacté négativement. Ça a été toujours très positif. Les Canadiens ont toujours été bien reçus dans le milieu dans lequel j'ai été et tous les multiples contacts que j'ai développés en Chine au fil des voyages. Et jamais j'ai senti que ça nous avait nui, ça avait nui à Bébé Love, loin de là. Notre croissance au total a été de 50 % pendant la pandémie, mais la Chine, on parle d'une multiplication de nos ventes par plus de 250 %. Donc, ça a été quand même très, très, très important. Comme disait M. Lépine, là, la Chine est sortie rapidement de la pandémie, donc ils se sont remis à consommer très rapidement. Puis évidemment, nous, notre stratégie, ça a été de se focusser sur les ventes en ligne. On avait déjà commencé, mais on a accéléré cette stratégie-là. On a arrêté le focus des ventes en magasin et la Chine est devenue, la Chine et les autres marchés, mais
mais les ventes en ligne est devenu notre priorité. On a accéléré aussi nos technologies en termes d'investissement pour avoir des plateformes connectées au niveau de la gestion des stocks, des flux de la compagnie. Donc, il y a un nouveau ERP de nouvelles technologies aussi qu'on a mis en place pour être capable de supporter des ventes en ligne, des ventes de marketplace du type Amazon, Tmall, JD.com et toutes les autres plateformes de vente dans différents marchés pour être capable d'automatiser ces ventes-là de façon beaucoup plus facile que faire ça à l'ancienne méthode. Donc, oui. Je vais devoir t'arrêter parce que... Ah, je m'excuse. D'accord. Non, mais c'était très bien. Et plus tard, si on a le temps, peut-être ce serait intéressant, puisque c'est des produits de consommation, de savoir s'il y a eu des enjeux de marque de commerce, de vol de marque ou de propriété intellectuelle, parce que vous avez enregistré vos marques très tôt, vous l'avez dit, mais ça va être intéressant de discuter de tout ça. Donc, merci, parce qu'il faut que chacun puisse parler. Et je vais maintenant passer à une autre entreprise. On se revoit tout à l'heure, Mathieu, qui s'appelle Giga Technologies. Et ce qui est intéressant, vous venez d'entendre Mathieu nous raconter comment, à certaines étapes en tout cas, le Québec, les bureaux du Québec en Chine l'ont aidé dans ses démarches et tout ça. Et la compagnie suivante, Giga Technologies, c'est une compagnie dont je n'avais jamais entendu parler, qui faisait des affaires en Chine sans qu'on le sache. Et je l'ai su par les journaux au Québec. J'ai appris d'eux. Et je trouve ça très intéressant. On aime toujours connaître ces compagnies-là. Et ils ont donc eu une progression très importante en Chine. Alors, je vais passer la parole à M. Gracien Thériault. Donc, la compagnie Giga Technologies, c'est une compagnie de la Beauce qui fabrique des systèmes d'alimentation automatisés pour les fermes porcines, extrêmement importants en Chine, où on est en train justement actuellement de complètement régénérer le cheptel porcin. Alors, M. Thériault est vice-président au développement des affaires de la compagnie. M. Thériault, est-ce que vous êtes en ligne? Oui. Est-ce que vous m'entendez, tout le monde? Excellent, tout va bien. Alors, à vous. Alors, bonjour à tous ceux qui sont en Chine et ceux qui sont chez nous au Québec. Première diapositive, s'il vous plaît. C'est ça. Bon, mais qui on est? Comme Jean-François vient de dire, on est l'inventeur du premier système d'alimentation automatisé pour les fermes porcines. C'est très, très important parce qu'avant nous, tout était manuel ou semi-manuel. Donc, en 1994, on a eu la première version qui était un projet de recherche et développement avec un groupe d'ingénieurs et les propriétaires de l'entreprise Giga. Actuellement, c'est très important, c'est unique. L'entreprise Giga appartient à une famille de producteurs de porc ici dans la Beauce. En 1994, le projet de recherche et développement a eu des très bons résultats. Et en 2004, les frères Lefebvre ont acheté la compagnie à 100%. Les premières 4 années, ça a été seulement marché québécois. C'est très important, avant d'aller à l'exportation, d'avoir un produit très efficace et très compétitif. La Chine, ce n'est pas un marché pour aller faire de l'expérience. Il faut que le produit soit prêt. Bon. Les premiers 4 ans, on était seulement au Québec. En 2008, on a commencé l'exportation par la France, pas très loin, l'autre côté, la même langue. C'est de la technologie. Nous, c'est du business to business. Nos clients, on veut toujours les connaître. Qui on est aujourd'hui entre 2004 et 2021? Aujourd'hui, c'est très sérieux, c'est très dangereux de dire ça. On est le leader mondial en alimentation de précision et en solutions de logiciels dans les fermes porcines sur la planète. Pour vous donner un exemple, les gens qui ont un réfrigérateur chez eux vont dire j'ai un frigidaire. Dans le monde porcin, au lieu de dire un système d'alimentation, les gens vont dire j'ai un Gestal, même si c'est une marque d'un compétiteur. Alors, notre nom Gestal est rendu un nom utilisé pour nommer un appareil. Wow. Aujourd'hui, nos solutions sont très, très développées dans les fermes porcines. On travaille avec 20 centres de recherche sur 3 continents. On veut être connus et les centres de recherche nous aident à nous faire connaître mondialement. On exporte dans 34 pays. On a 14 distributeurs. Moi, je suis dans l'entreprise depuis 2014. Nous étions 8 employés. Aujourd'hui, on est plus de 100. On est sur 3 continents. On a des bureaux en Europe, en Amérique latine, au Québec, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien. Et bien sûr, on a des gens qui travaillent avec nous en Chine.
Le taux de croissance, notre croissance grâce à l'exportation hors Québec, c'est 30 depuis les 5 dernières années. Bien important pour nous, il faut apprendre aussi à vivre sans la Chine. La Chine, c'est très important, mais si la Chine arrête d'acheter demain matin, on veut continuer à exporter, à se développer. Donc, la Chine, oui, c'est important, mais ce n'est pas notre premier marché aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait en Chine? Depuis 2010, on est parti avec notre baluchon. On a fait une première visite, on a fait une première vente, on a travaillé avec un distributeur. On peut dire que les premières années ont été très difficiles. Le téléphone cellulaire, l'Internet en 2010, ce n'était pas très efficace en Chine. On s'est fait copier notre produit la première année. Donc, on arrive en 2012, il y avait déjà plus d'une copie de notre produit en Chine. Les copies, il y en a partout sur la planète maintenant. En 2012, on a commencé à collaborer avec des fournisseurs. Très important, Giga en Chine, on produit en Chine, on a des clients en Chine et on achète des produits en Chine. Donc, on n'a pas seulement des clients, on travaille sur 3 fronts. En 2014, on a engagé notre première sino-canadienne, une personne qui étudiait à Montréal au HEC, qui travaille avec nous depuis 2014. Elle vit à temps plein en Chine. À partir de 2015, on commence à participer à des expositions d'envergure mondiale. Il faut se rappeler qu'au niveau de la planète, 50 de la production porcine est en Chine. Donc, il y a beaucoup de technologies qui se développent en Chine. Lors des congrès, c'est toujours des congrès, les congrès les plus importants de la planète en production porcine, ils sont aussi en Chine. Donc, c'est vraiment un endroit pour faire des bons contacts. En 2016, on a fait un très gros changement. On a commencé à travailler directement avec des clients corporatifs. Au lieu de travailler avec des distributeurs, on voulait connaître nos clients. On travaille seulement avec des clients importants. On les connaît tous et on connaît leur ferme. Donc, ce n'est pas comme un produit de masse, c'est vraiment business to business et on connaît vraiment celui qui nous paie, qui signe le chèque. Pour nous, c'est très important. Donc, on évalue mieux nos fournisseurs, on évalue mieux nos clients, on évalue mieux nos contacts. On ne peut pas vendre à tout le monde en Chine, c'est le marché le plus important de la planète. Donc, on a le droit de choisir nos clients, ce qui est très rare là, dans un marché. En 2017, on a engagé un ingénieur pour l'installation, toute la partie technologique de nos produits. Donc, c'est lui qui fait la formation des ingénieurs de nos clients, des responsables de la division technique des entreprises porcines. Et en 2019, on a 3 partenariats pour avoir des salles de monde de nos produits, ceux qui sont fabriqués en Chine, ceux qui sont fabriqués ici. Ici, au Québec, on fabrique 100% de l'électronique, de la R&D. Alors, on contrôle tout ce qui est électronique. Ce qui est fabriqué en Chine, le plastique, le métal, mais l'assemblage se fait toujours au Québec. Lorsque le client paie, on envoie la carte électronique. On reste propriétaire du cerveau tant que le produit n'est pas payé. Dans les salles de monde, qu'est-ce qu'il y a? On a dans la région de Chongqing, dans la région de Shanghai et dans la région du sud de la Chine. On a des salles de monde qui sont chez nos distributeurs. Alors, les clients de nos distributeurs ou nos clients peuvent visiter nos produits. On fait aussi des visites de ferme web. Le COVID nous a apporté beaucoup de solutions qu'on avait peur de travailler avec ce type de solutions-là antérieurement. Et maintenant, on travaille beaucoup avec des visites virtuelles de nos fermes pour montrer comment fonctionnent nos produits. Ici, je liste 6 points qui ont été très importants dans notre développement. Le réseau, qui pour moi a été le plus important, c'est de développer un réseau mondial de contacts. On parle de contacts vétérinaires, spécialistes en production porcine, agronomes, nutritionnistes, tous les gens qui sont près de notre réseau. En Chine, à chaque année, il y a 2-3 conférences en production porcine où on va retrouver des conférenciers américains, canadiens, québécois de toute la planète.
Donc, on essaie toujours de participer à ces conférences-là. On travaille beaucoup avec les Chinois, les clients chinois du côté du bien-être animal. Comme expérience que j'avais mentionné à Jean-François, du côté du réseau, il y a 3 ans, il y a une très grande conférence à Québec, ici. Un producteur de porc chinois est venu faire une conférence à Québec. Je l'ai connu, j'ai déjeuné avec lui. Aujourd'hui, c'est notre plus grand client en Chine. Et ce client-là nous apporte aussi d'autres clients. Un autre type de contact qui était très important pour moi, j'ai fait la connaissance d'un Chinois à Montréal dans le domaine porcin en 1995. Cette personne-là, aujourd'hui, est producteur de porc en Chine. C'est un de nos clients très importants et c'est notre plus grand distributeur. Et on collabore avec différents projets avec lui, des projets de recherche et des projets de ferme d'exposition dans la région de Shanghai. Toujours de plus en plus de clients corporatifs. Technologie et copie. Nos produits sont copiés, mais notre produit, c'est un produit haut de gamme. Notre produit, pour vous donner une idée, dans le même type de produit, c'est minimum 50% plus cher ou jusqu'à 100% plus cher notre produit comparé aux autres. Donc, l'important, on sait qu'il va y avoir des copies. Les Chinois nous ont copiés, les Français nous ont copiés. On a une copie au Québec, on a une copie au Brésil. Donc, il y en a partout, des copies. L'important, c'est de rester le leader, faire de la recherche et développement et toujours être sur la prochaine génération. Les risques, selon moi, la Chine, c'est un pays, c'est pas le plus difficile à entrer, mais par contre, c'est un des plus difficiles à y rester sans se faire avoir. C'est un des plus difficiles, des plus risqués. Des opportunités, j'ai mentionné 50% de la production porcine est en Chine. Donc, pour nous, ça devrait être 50% de notre marché. Ça ne l'est pas encore. On a beaucoup d'opportunités de croissance. 2020, la même chose que Mathieu mentionnait tout à l'heure, ça a été notre plus grande année de croissance en Chine. Pour vous donner une idée, une ferme au Québec qu'on peut considérer 1200 têtes, c'est normal. En Chine, une ferme peut avoir 20 000 truies. C'est normal aussi pour eux. Donc, on parle de 20 fois plus grand en Chine qu'ici. Donc, lorsqu'on a un client en Chine, c'est comme d'avoir 20 au Québec. Donc, beaucoup d'opportunités. Le paiement, dans notre cas, c'est possible, heureusement. Aucun produit sort du Québec sans qu'il soit payé à 100%. Dans certains cas, le dernier 10%, c'est commun en Chine. C'est après l'installation, lorsqu'on prouve que le produit fonctionne. On a certains clients très connus avec qui on fonctionne de cette façon-là, mais 90% est payé avec le produit part et le dernier 10% est payé lorsqu'on fait la mise en marche. Et c'est nous-mêmes, c'est notre employé en Chine qui fait la mise en marche chez nos clients. Ce qui a été très important aussi dans les dernières années, nous, on doit avoir un accès Internet chez nos clients parce que les techniciens québécois, les ingénieurs québécois en informatique, nous entrons dans nos systèmes pour faire les mises à jour. Donc, on connaît exactement où sont situés tous nos clients sans aucune exception. Prochaine. Je vais devoir vous arrêter, mais ça a été vraiment extraordinaire comme avec Mathieu, mais dans un domaine complètement différent. Vous êtes extrêmement pratique et c'est ce que j'adore. C'est le tour de la question de façon extrêmement systématique. On va revenir quand on aura le temps. Ce que je voudrais dire aux 47 personnes, près de 50 personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y aura une période de questions, je vous le rappelle, après, si on a le temps, si vous restez. Et puis, je voudrais dire aussi que maintenant qu'on connaît Giga, évidemment, on va essayer de leur offrir des services et même à eux qui se sont développés en Chine, qui ont déjà une expérience inouïe, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. On parle déjà de choses ensemble, M. Thériault et moi. Donc, on va certainement pouvoir collaborer. Maintenant, on va passer à un tout autre domaine, le domaine des métaux, des minerais, pardon, pour parler d'un produit qui s'appelle la silice. Silicic est une entreprise qui produit et exporte une silice de ultra haute qualité, je pourrais dire. Donc, un produit qui a beaucoup d'usages, dont Pierre Morin
le directeur exécutif de Stylistique en Chine, qui va nous parler. Pierre et moi et nous, on se connaît très bien. Je ne suis pas sûr qu'il nous utilise à notre mesure, mais ce n'est pas grave. Il va nous raconter comment il se développe en Chine et on est très fiers si jamais il a besoin de nous de l'aider. Mais pour l'instant, Stylistique a beaucoup fait son chemin parce que seul en Chine. Alors, Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup de l'invitation. Avant de commencer, je vais introduire la compagnie et ensuite, je vais vous apporter, on va se transporter vers le parcours de Stylistique à l'intérieur de la création de Stylistique Chine. Et à l'intérieur de ce parcours-là, vous allez pouvoir, je vais vous illustrer les barrières qu'on a eues, les challenges qu'on a eus et la façon dont on les a résolus et ce qui en résulte aujourd'hui. Stylistique, comme M. Léglin l'a introduit, est une compagnie qui produit des matériaux à partir de stylistes ultra purs. De façon très vulgarisée, prenez un grain de sable, purifiez-le 1000 fois et c'est environ ce qu'on produit. C'est plus compliqué que ça, mais en fait, c'est un sable très, très, très peu. Notre premier marché, le marché de l'industrie pharmaceutique. Donc, Stylistique est une compagnie qui existe depuis 25 années. Elle a été créée en 1995 et à l'intérieur du parcours établi au Canada, principalement à Québec, tout est manufacturé au Québec. Stylistique a ouvert des bureaux à l'étranger, dont le bureau de Stylistique Chine en 2017. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le parcours, comment créer une structure en Chine ou comment inonder ou faire l'invasion du marché chinois est relativement simple. Il s'agit simplement de trouver votre champion. Comment trouver votre champion? C'est là où ça commence à être difficile. Il faut absolument que cette personne-là ait une ouverture d'esprit énorme. Par exemple, cette personne-là peut être québécoise, peut être chinoise, mais elle doit avoir le nom, les valeurs de la culture de la compagnie tatouées à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir bien promouvoir et bien illustrer ce qu'est la compagnie en termes de culture chinoise. Et ce n'est vraiment pas facile à promouvoir puisque les valeurs sont souvent diamétralement opposées. Lorsque vous avez votre champion, il est énormément difficile à l'intérieur de tout le contexte relationnel de savoir exactement la proportion de vérité et la proportion culturelle ou la proportion simplement de conserver le visage, la face qu'on appelle en Chine, par rapport à votre interlocuteur. Et ça, ça prend plusieurs années à pouvoir bien se positionner. Et c'est pour ça que moi, en vivant ici depuis 9 années, je recommande toujours aux compagnies de faire des voyages récurrents en Chine. Et avant de faire vos voyages récurrents en Chine, trouvez votre champion. Ce doit être lui qui doit venir régulièrement, serrer les mains des mêmes personnes, communiquer avec ces personnes-là à tous les mois. Moi, j'ai une liste de choses à faire pour les clients chinois et à chaque semaine, j'ai une quantité de 3-4 personnes à contacter. Ce ne sont pas toujours des clients. Mais le problème avec la Chine, qui devient un potentiel énorme, c'est que la personne qui n'est pas votre client aujourd'hui peut devenir votre client numéro 1 dans une semaine. La Chine se développe à un rythme effréné, ce que j'appelle le roadrunner de l'innovation, et c'est énormément difficile de suivre à quel rythme il se développe et où est-ce que le marché s'en va. Prochaine slide. À partir du moment où on est prêt à créer une structure, et donc on a notre champion, la personne numéro 2 que je considère ultra importante est ce que j'appelle le coach sur cette diapositive. En fait, la personne qui s'occupera des finances. En Chine, les finances sont excessivement différentes du Québec. J'ai géré des budgets et de l'entreprise familiale à quelques reprises. C'est relativement facile lorsqu'on le compare à la Chine. Et donc, ça vous prend absolument une personne qui va comprendre ce qu'est la terminologie financière et comment fonctionner avec tout ce qu'on appelle les factures, les retours de taxes et ainsi de suite.
Et donc, un CFO au Canada ne peut pas vous aider. Ça va vous prendre quelqu'un sur le plancher ici qui va être capable de bien vulgariser à votre champion comment ça fonctionne. Ce sont les deux éléments les plus importants lorsque vous avez en tête de créer une entité en Chine. Peu importe qu'on parle d'un joint venture ou qu'on parle d'un bureau de représentation ou qu'on parle d'une structure officielle, soit WOFI, je cherchais la terminologie française pour WOFI, mais entreprise étrangère en Chine. Ce sont les deux personnes que vous devez absolument trouver, et ce, à partir du moment où vous pensez créer une structure. À partir du moment où vous avez défini un plan pour créer la structure, il est déjà trop tard pour penser à ces deux personnes. Le coach en question, ou la personne qui s'occupera des finances, évidemment, les gens du Bureau du Québec sont très, très bien outillés pour vous orienter vers les personnes ressources qui pourront vous supporter à cet égard-là. Prochaine diapo. Pourquoi ces deux personnes-là sont excessivement importantes? Ceci fait partie de cette diapositive-là et évidemment, je vais vous inviter à acheter la référence de Mme Liu Yang, dont son livre s'appelle East Meet West. Il explique très, très, très clairement les différences de mentalité. Ici, j'ai sélectionné seulement quelques pages à l'intérieur de son livre pour vous expliquer comment, par exemple, les Nord-Américains ont réfléchi lorsqu'on résout un problème. Essentiellement, on prend le problème et on passe à travers. Comme on dit au Québec, on prend le taureau par les cornes et voilà, c'est terminé. Alors qu'ici en Asie, on a plus tendance à vouloir le contourner. On ne réglera pas le problème. On va trouver toutes les solutions pour ne pas avoir à traverser ce problème-là. Et ça peut créer certaines frictions, certaines frustrations. Si votre champion n'a pas l'ouverture d'esprit de dire « je suis en Chine, je vais donc penser comme un Chinois, malgré que je suis un Québécois ». Et ceci est vrai lorsque la structure est établie, puisque votre champion va devoir affronter la réalité d'avoir des employés chinois qui pensent littéralement différent. Et je vous rapporte l'image qui est à l'extrême gauche du bas, parce que particulièrement les Asiatiques, les Chinois particulièrement, ont tendance à pas beaucoup exprimer leurs idées. Et ça devient très, très difficile de gérer les employés. Ou vous avez l'opportunité ou les outils pour les amener à s'exprimer. Et c'est là où il faut être très, très imaginatif. Donc, encore une fois, pour terminer, je considère personnellement, lorsque vous voulez rentrer en Chine, il y a deux choses principales à faire. Un, trouver votre champion, la personne qui va savoir vous orienter, vous amener vers le marché qui générera de la croissance. Et deux, la personne qui, dans la structure, pourra vous expliquer tout ce qui s'attrait en termes de finances à l'intérieur de la Chine, parce que c'est excessivement compliqué. Si vous avez ces deux éléments-là, vous pourrez réussir exactement ce que CDC fait. Depuis 2017, à chaque année, on a une croissance minimale de 36 %. À la meilleure année, on a eu 71 % de croissance. Et seulement depuis l'ouverture, donc, les prévisions sont qu'on est simplement au début de la courbe de croissance. Wow, fantastique. Merci beaucoup, Pierre. Vraiment très intéressant. Maintenant, on va passer les deux prochaines personnes, Philippe Champemont de Salvéo et Francis Gagnon du Bureau du Québec en Chine. Je vais vous demander de faire un sprint de 5 minutes si vous pouvez pour qu'on ait un peu de temps pour des questions. On pourra déborder à 9 heures s'il y a des questions. Donc, allez-y. D'abord, c'est un peu pour vous présenter les solutions qu'on vous offre. Alors, Salvéo est notre partenaire. C'est une entreprise qui aide les entreprises étrangères à s'établir en Chine, à démarrer leurs entreprises, etc. Donc, voici la présentation de Salvéo. Merci Jean-François. Voilà, alors pour vous parler de Salvéo, donc le groupe Salvéo est un groupe européen, français d'origine, dont le siège est basé à Paris. Notre métier est d'appuyer les entreprises dans leur développement et implantation à l'international. Nous sommes 180 collaborateurs dans le monde, réalisant un chiffre de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé avec 15 implantations. Nous couvrons 50 pays. Le groupe Salvéo possède plusieurs filiales et je m'attarderai sur GoExport, filiale dans laquelle Salvéo vient de prendre une participation capitalistique depuis 2020.
avec en cofondateurs Louis-Philippe Bourgeois et Mathieu Allary, donc qui ont des bureaux à Montréal, mais également des filiales aux États-Unis et en Europe. La structure, la société a été créée en 2007 et leur mission est de faire rayonner les entreprises canadiennes à l'international en complément avec tout le dispositif du gouvernement du Québec ici présent. Next. Voilà, donc ici on a un peu la couverture du dispositif du groupe Salveo, Go Export y compris, avec nos 15 pays d'implantation et couverture de 50 pays avec notre réseau de bureaux affiliés. Donc nous sommes présents en Chine depuis une vingtaine d'années, avec des bureaux à Shanghai et Shenzhen. Nous avons une dizaine de consultants multi-projets et nous portons aujourd'hui des projets d'une trentaine d'entreprises étrangères pour développer leur activité en Chine. Suivante. Donc, nous accompagnons, conseillons les entreprises sur toutes les étapes de leur développement à l'international, aussi bien donc, sur la stratégie opérationnelle, le prospection-développement, les solutions RH internationales et l'appui à l'implantation locale. Je ne développerai pas ici, on vous enverra de toute façon la présentation PowerPoint par email. Suivante. Voilà, alors ici on a une présentation succincte des modes d'entrée sur des pays à l'international, et en l'occurrence ici pour la Chine. Les intervenants précédents en ont parlé. On a bien compris qu'en fait, pour se développer en Chine, il faut y aller étape par étape, petit à petit. Tout d'abord en développant l'export en vente directe avec des clients sur place, sur le terrain, mais également en mettant en place un réseau de distributeurs, de partenaires locaux, en faisant des missions de prospection, des missions collectives, puis ensuite pour terminer par une implantation. Alors, on voit bien que ces étapes en fait, nécessitent de plus en plus de temps, d'un investissement de plus en plus important en temps et en ressources. Il est bien sûr plus coûteux de mettre en place une structure juridique locale que de passer par un distributeur. Voilà. Et aujourd'hui, la contrainte avec la crise sanitaire actuelle nous empêche en fait de venir en Chine, de se déplacer, d'aller faire des missions de prospection, d'aller rencontrer ses partenaires, animer le réseau de distributeurs, aller sur des salons. Donc voilà, on ne peut plus faire tout ça aujourd'hui. Et ce que fait, par exemple, on discutait tout à l'heure avec Mathieu ou Gratien, ils avaient l'habitude de venir peut-être 15, 20, 30% de leur temps en Chine, passer plusieurs mois en Chine sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est plus possible jusqu'à peut-être la fin de cette année et peut-être encore plus loin en 2022. Espérons que ce soit le plus rapide possible. Donc, il existe, ce que je veux dire ici, ce que je veux souligner, l'objet de ma présentation ici, c'est de souligner qu'il y a plusieurs options pour pouvoir être présent sur le terrain avec des relais locaux, notamment comme le Bureau du Québec ou des entreprises comme Salveo, qui peuvent être votre bras armé sur place pour vous représenter, notamment au travers de solutions comme la gestion salariale, ce qu'on appelle plus communément le portage salarial, Professional Employer Organization. Le concept, c'est quoi? C'est pour une entreprise qui n'a pas de structure juridique sur le terrain et qui souhaite avoir une personne sur place pour la représenter, eh bien, Salveo, par exemple, peut employer cette personne de nationalité canadienne ou locale, chinoise, pour pouvoir mener à bien ses missions sur de la veille commerciale, du développement commercial, du contrôle qualité, de l'approvisionnement. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que la structure juridique de Salveo existe déjà. Elle peut recruter le personnel rapidement, l'embaucher sur son propre payroll, gérer toute la gestion de la paie, de l'impôt sur le revenu, cotisation sociale pour le compte de l'entreprise. Elle gère tout l'administratif et l'entreprise client se concentre sur l'essentiel. On a des entreprises, notamment d'ailleurs, comme Silicite, je crois, vous aviez à l'origine utilisé les services de ex-Erail, aujourd'hui Salveo, dans le cadre de votre implantation en Chine, pour commencer. Donc l'avantage, c'est vraiment une solution très flexible. On peut commencer rapidement, si besoin, si le marché ne nous correspond pas, on peut également arrêter facilement cette solution. Donc ce n'est pas un investissement où on crée une structure et on est obligé de la fermer ensuite.
Il suffit d'un simple préavis de départ. C'est peu coûteux en termes de mise en place et c'est opérationnel quasi immédiatement. Et vous le faites pour les 2 bureaux du Québec, à Qingdao et à Shenzhen. Vous portez vos bureaux. Exactement. Voilà, on est partenaire sur ces solutions. Ouais. Exactement. Je vais te demander peut-être de très bien. Voilà. Eh bien, j'ai terminé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer à Francis Gagnon, qui est notre chef d'équipe économique à Pékin et qui va vous parler des solutions offertes par les bureaux du Québec en Chine. Oui, je vais être très bref, en fait, parce que le temps avance rapidement. Puis en même temps, si vous voulez en profiter pour commencer à taper des questions, on va les prendre après. Et je vais vous prendre un moment pour vous donner des idées sur la façon dont on peut travailler ensemble. Puis on va passer rapidement sur les services que l'on offre, aussi sur les secteurs que l'on couvre, sur les moyens qu'on met à votre disposition pour pouvoir vous appuyer dans votre développement de marché, mais aussi pour diminuer vos risques. On a parlé beaucoup aujourd'hui sur les risques. Je pense que c'est ce qu'on offre de notre côté. Et donc, sur les services, je dis toujours qu'on offre des services un peu comme une sorte de trame commerciale où on vous aide à 3 niveaux. Puis on l'a bien entendu tantôt avec Bébé Love. On est présent pour collecter de l'intelligence d'affaires en ayant des gens présents sur place ici dans nos 4 bureaux, des gens locaux qui connaissent la culture locale. Et on est là aussi dans l'accompagnement conseil. Donc, vraiment, au moment où nos attachés commerciaux travaillent main dans la main avec vous, une entreprise à la fois, une approche adaptée selon les besoins que vous avez. Puis, évidemment, on en a parlé un petit peu, on a entendu des histoires de missions commerciales, donc des bonnes vieilles missions commerciales qu'on organise encore. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ici en Chine, on peut aujourd'hui les faire de façon présentielle, même si les voyages internationaux sont limités. Pour aller plus dans le détail, je vais vous donner un exemple concret dans chacune de ces 3 modules-là. L'intelligence d'affaires, c'est aussi pour nous de trouver des occasions d'affaires. Ça, c'est très important, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus de faire, trouver des occasions et de les transmettre aux entreprises au Québec. Donc, récemment, notre attaché commercial à Qingdao a donc appris qu'il y avait dans la région de Jinan, la capitale du Shandong, le plan de construire 23 hôpitaux dans les 5 prochaines années. Et avec une entreprise québécoise qui est présente dans la région, ils se sont dit que ce serait mieux d'avoir un groupe d'entreprises, d'avoir plus d'impact, une offre plus élargie pour pouvoir attirer l'attention et convaincre les hôpitaux de venir nous écouter. Donc, c'est ce qu'ils ont travaillé dans les 3 derniers mois. Puis cette semaine, on avait une activité qui rassemblait 12 compagnies québécoises qui sont déjà présentes sur le marché ici en Chine pour présenter à 5 hôpitaux très importants en fait, de la région de Jinan, mais aussi à Qingdao. Donc, 5 hôpitaux et la commission de santé de province. En fait, tous les services et tous les services en construction et tous les équipements aussi médicaux qu'on peut offrir pour des nouveaux hôpitaux. Dans la deuxième boîte, dans l'accompagnement conseil, également, en fait, ce qu'on peut faire, comme vous ne pouvez pas voyager en ce moment, nos équipes sont sur place ici. Puis on peut aller un peu plus loin que ce qu'on avait l'habitude de faire dans le passé. Une entreprise dans les fruits séchés en l'automne dernier avait 2 salons commerciaux auxquels ils étaient inscrits avec des kiosques. Et puis là, ce sont nos employés avec une formation avec l'entreprise qui a pu animer les kiosques. Puis, au travers, en fait, cette expérience-là, ils ont réussi à remettre à l'entreprise une trentaine de contacts qualifiés pour faire les suivis par la suite. Donc, c'est le genre de service qu'on peut offrir aujourd'hui dans le programme conseil. Puis, dans la dernière boîte, au niveau, en fait, des missions commerciales, je vous peut-être porte l'attention sur l'image à l'extrême droite, où on voit que c'est une capture d'écran d'une entrevue qui a été réalisée avec Pinduoduo pendant le salon du CIIE, dont Béléla faisait la mention tantôt, puis où il y a eu donc, avec M. Lépine, qui était interviewé en mandarin, donc bravo M. Lépine, puis avec 450 000 personnes qui étaient en direct sur cette petite émission-là. Donc, ça a eu un impact quand même assez retentissant. Puis finalement, les secteurs d'activité, évidemment, la Chine a tellement d'opportunités qu'on couvre tous les secteurs d'activité. On a des contacts et des relations privilégiées. Je vais mentionner très rapidement les ententes de collaboration que le Québec a avec la province du Shandong depuis 2008,
puis avec la ville de Shanghai depuis 2011. Donc, c'est des ententes qui nous permettent d'avoir une oreille de la part des Chinois sur des projets qu'on peut proposer. C'est très utile. Dernière slide. Puis, comment en fait bénéficier de tout ça? La clé, c'est vraiment de contacter nos équipes au Québec. Chez Investissement Québec, il y a des équipes dans toutes les régions qui ont des produits financiers pour pouvoir appuyer vos projets, par exemple, de traduction de sites web en mandarin, ou encore, on parlait tantôt d'avoir des équipes, d'avoir un sino québécois chez vous à Montréal, ou avoir des gens ici. Donc, c'est tous les projets qui peuvent être financés. Puis, aussi, à Montréal et une petite équipe à Québec, il y a Investissement Québec International qui, eux, vont pouvoir vous mettre en contact avec l'ensemble du réseau du Québec sur la planète. Donc, c'est 36 places d'affaires au total. Et à ce moment-là, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider et aller plus loin. Je m'arrête ici. Parfait. Excellent. Merci beaucoup, Francis. Donc, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter. Il y a près de 50 personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on voit des questions? Vous pouvez me les indiquer. Ou bien que les gens... Si vous n'avez pas de questions, et pour vous inspirer, moi, je voudrais donner un mot peut-être à nos entreprises, si eux-mêmes veulent ajouter quelque chose, parce que c'est tellement important de vous avoir. Je vois M. Thériault à l'écran. Voulez-vous, Gratien, ajouter quelque chose? Peut-être à ce qui a été dit. Vous avez fait... On a fait le tour de la question, on a peut-être oublié des choses. Alors, je vous laisse la parole, Gratien. Moi, un point que j'ai mentionné, mais que je vais rementionner, c'est avant d'aller en Chine ou ailleurs, c'est vraiment s'assurer qu'on a le contrôle total sur notre produit. Dans notre cas, nous, c'est un produit de technologie. Parce que lorsqu'on est rendu en Chine, l'utilisation de notre produit va être mise à épreuve. Ouais. Aller sur place est très compliqué dans ce temps-ci, impossible. Pour les produits de technologie, il faut que le produit soit 100% conforme à l'utilisation en Chine. Il faut qu'il soit très efficace, facile d'utilisation et qu'on ait le contrôle, qu'on puisse réparer, dans notre cas, à distance. Alors, pour les entreprises de technologie, c'est pas on va aller voir qu'est-ce qui se passe en Chine si les gens aiment notre produit. Il faut que notre produit soit très, très confiant avant d'entrer dans le marché. Ça, c'est très important, Gratien. Là, on va passer à une étape où, si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y, les gens ici à Shanghai, mais aussi les gens qui nous écoutent. Il y a une première question. Est-ce que le réseau de... Est-ce que le niveau de profitabilité des entreprises présentatrices est semblable en Chine comparativement à d'autres pays d'exportation? Est-ce que, juste la question, c'est est-ce que le niveau de profitabilité des entreprises, OK, est comparable à celui d'autres marchés? Est-ce que, veux-tu dire quelque chose, Pierre, là-dessus? Puis peut-être on pourrait aller à Mathieu après. En fait, pour Silicic, le niveau de profitabilité est très, très comparable à ce qu'on retrouve en Europe ou en Amérique du Nord. Il n'y a pas une différence significative en termes de marge ou de profitabilité nette pour nos produits. Ce qui est important aussi de souligner, la question a été posée par Jean-Pierre Mathieu, que je connais très bien, d'Avistra International. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on a dit aussi, vous avez dit tous les trois, c'est une question de hasard, mais dans trois domaines différents, les possibilités sont exponentielles. Vous êtes déjà ici et vous dites, ça vous donne une très bonne idée de ce marché-là et je pense que c'est extrêmement important. Donc, énormément de possibilités, même si, et je pense que M. Thériault l'a vraiment dit, même si c'est un marché très difficile à toutes sortes de points de vue, mais les possibilités sont là. Donc, il faut bien s'armer. Puis moi, je suis d'accord aussi avec M. Thériault, quand je dis tout le temps, pour faire tout le trajet pour venir ici et faire tout l'effort d'arriver dans ce marché-là, il faut effectivement être fier de vos produits. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés ici, depuis que je suis ici 5 ans et demi, j'ai toujours dit à tout le monde, je rencontre des gens ici qui sont extrêmement fiers de leurs produits et qui ont d'excellents produits. Donc ça résume beaucoup à quoi M. Thériault faisait allusion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que Mathieu veut ajouter quelque chose?
Ben oui, en fait, ça va me faire plaisir. Moi, je dirais, on a mentionné certains aspects, mais pour avoir du succès en Chine, je pense que en rafale, là, protéger sa propriété intellectuelle, voyager régulièrement, tisser des liens, comprendre le temps de comprendre les différences culturelles, financières, fiscales et autres, je pense que c'est important de bien comprendre les différences, les copies et les niveaux des prix dans le marché. Je pense que ça fait partie des impératifs. Travailler avec les équipes de délégués commerciaux, que ce soit du Québec, du Canada, et utiliser les programmes d'aide à l'exportation, je pense que c'est très important. Avoir une histoire à raconter, travailler à être sur nos points forts, ce qui nous démarque, parce que la Chine a toutes sortes de choses pour nous copier. Donc, je pense que c'est important d'être très, très fort, de maîtriser ces différences. Et en fin de compte, je dirais aimer la Chine. Je pense que ça aide énormément si on aime la Chine. Alors, je renchéris là-dessus, Mathieu. On a une question qui nous dit quelles actions avez-vous prises, M. Tremblay, pour éviter les copies? Ça, c'est important parce que j'ai fait allusion à ça tantôt. Puis peut-être que Gracien pourrait renchérir là-dessus tout à l'heure parce qu'il a dit lui-même que ses équipements ont été copiés. Donc, Mathieu d'abord, puis on ira à M. Thériault après. Bon, ben en fait, les copies, on ne s'en sort pas. Il faut accepter de vivre avec. Ça fait partie de la vie et les Chinois vont toujours trouver une façon de nous copier. Là où ce qu'il faut travailler, c'est tout ce qui est autour. Donc, d'une part, protéger sa marque parce que l'histoire va partir, dans notre cas, à nous, c'est un produit de consommation, ça part de la marque. Donc, tout ce qu'on fait vivre avec la marque, l'expérience qu'on va offrir, le lifestyle, il n'y a personne qui peut copier ça. Ça nous appartient dans la mesure où on a protégé notre nom. Donc, ça, c'est un élément important. Ensuite de ça, il y a certains produits où on va innover davantage, qu'on va aller chercher des brevets. Et bon, évidemment, un brevet, ça se contourne, etc. Mais ça reste qu'on a la propriété de ça. On peut s'en servir autant d'un point de vue légal, mais je dirais encore plus d'un point de vue marketing. Donc, il y a du travail à faire au niveau des brevets sans nécessairement rentrer dans des batailles juridiques. Je pense que ça n'en vaut pas la peine. Et d'être aussi un leader. C'est toujours arrivé avec l'innovation ou la nouvelle version, la nouvelle façon de faire. Donc, d'être en avant de la parade, ça va toujours faire la différence. Et à ce moment-là, les gens vont nous reconnaître pour ça et vont être prêts à payer une prime pour ça. Et c'est comme ça qu'on bâtit la confiance. Oui, ça, là, c'est extrêmement important. Je me permets d'ajouter ça, là. Je l'ai vu avec d'autres compagnies, des compagnies dans des secteurs technologiques très pointus, comme l'optique photonique et des choses comme ça, qui nous disaient, bien sûr, il va y avoir probablement des vols de propriété intellectuelle en Chine ou des copies, mais l'essentiel, c'est que si on fait de la R&D, si nos produits évoluent rapidement, on aura toujours une génération suivante à apporter. Et je pense que, Gracien, c'est vous qui avez même dit ça, je l'ai lu dans les journaux, vous avez dit cette chose-là, très importante, je crois. Oui. Nous, pour les copies en Chine, comme je l'ai dit, ça a pris 2 ans, on était déjà copiés. Mais ce qui est particulier, c'est que lorsque c'est des copies chinoises, c'est toujours des copies qui, l'extérieur est un peu semblable, l'intérieur est totalement différent, parce que les Chinois, dans notre cas, font toujours un produit de qualité, de basse qualité. Donc, un produit de basse qualité dans une ferme, ça fonctionne 1 an, 2 ans, ça brise. Les producteurs ne veulent pas des produits de basse qualité. Quand on s'est fait copier, je dirais, il existe au moins 20 copies de nos produits sur la planète et on vend plus que tous ensemble parce que notre produit il est de qualité, il peut durer jusqu'à 20 ans dans des fermes, tandis que les copies, que ce soit chinoises, coréennes, brésiliennes, c'est des produits qu'au bout de 2 ans, 3 ans, commencent à avoir des problèmes et les fermiers, ce n'est pas des gens qui aiment ce type de produits-là, qui vont être utilisés très peu de temps. Donc, lorsque j'ai mentionné que le produit soit prêt, nous, on fait beaucoup de recherche et développement. On travaille avec 20 centres de recherche sur 3 continents. Avant d'aller en Chine, on s'assure que nos produits fonctionnent très bien au Québec, au Canada, en Amérique. Et lorsqu'on contrôle, ça prend environ une période de 2 ans, notre produit, on s'en va en Chine. Donc, ce n'est jamais la dernière version la plus moderne qu'on utilise en Chine. Lorsqu'on participe à des salons en Chine, on n'amène jamais nos dernières versions de recherche et développement. Ces versions-là demeurent ici au Québec. Et ça prend une période de 2 ans avant qu'on décide de les mettre sur le marché chinois. Très intéressant. Pierre, veux-tu ajouter quelque chose là-dessus? Ben, j'aimerais juste ajouter un court mot. Moi, personnellement, comme directeur exécutif d'APAC, comme employé chez Silicé depuis 10 années,
Lorsque j'ai un client qui me dit qu'il y a un Chinois qui copie mon produit, je suis excessivement fier de ça. En fait, c'est vrai. Fierté de savoir qu'une compagnie considère mon produit comme un produit d'une extrême bonne qualité, suffisamment pour le copier. Et donc, juste ça, souvent, ça justifie le client d'acheter l'original plutôt que la copie faite. Et ça, principalement, lorsque le client recherche une qualité de produit et non pas juste quelque chose pour remplacer ou pour mettre dans un coin. Et donc, pour moi, c'est une fierté d'être copié ici en Chine. Là, Francis, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait des mains levées. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, je pense que ils sont partis. Alors, écoutez, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de la question, mais je voudrais quand même donner à chacun. Je vais commencer à mes collègues ici à Shanghai, qu'on finira par M. Thériault et M. Tremblay. Mais Francis, veux-tu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens de tout ça que tu veux ajouter? Ou peut-être juste le mentionner rapidement aussi, nos bureaux, c'est la réalité. Là, chaque année, on voit toujours une dizaine de cas passés, des cas les plus problématiques qui nous appellent. Puis on est aussi là pour tenter de voir si on aurait des idées pour des solutions. Puis récemment, on a aidé en mettant en contact un avocat de notre réseau avec une entreprise qui avait des problèmes. Puis cet avocat-là, on a appris récemment qu'ils ont réussi à geler des avoirs financiers de l'opposant en attendant que la cause soit entendue par un juge. Donc, c'est vraiment significatif pour l'entreprise québécoise. Puis, ça démontre quand même qu'il y a de l'espoir. Je pense que la Chine évolue. Puis, il y a de l'espoir au niveau aussi au niveau des tribunaux et de la transparence des tribunaux. Alors, je pense qu'on peut dire ça, Philippe. De toute façon, la Chine a développé un vrai arsenal juridique. Je reviens sur la copie. Aujourd'hui, quand même, la majorité des cas de contrefaçon, de copie, concernent les Chinois entre eux. Donc, les Chinois se copient entre eux. Et la minorité, c'est à peu près 5%, selon les chiffres que j'ai en discutant avec un avocat, concerne les Chinois avec des étrangers. Et dans la majorité des cas, quand les étrangers ont déposé leur marque, leur brevet localement en Chine, eh bien, ils gagnent leur procès. Donc, ce n'est pas illégal finalement de copier quelqu'un s'il ne s'est pas protégé, en fait, s'il n'a pas fait les démarches. Donc, pour moi, le premier conseil pour se protéger contre la copie, c'est de déposer en fait ces brevets, ces marques localement en Chine. Ça ne garantit pas, bien sûr, qu'on ne se fera pas copier, mais au moins, ça vous protégera contre un contrefacteur qui voudrait vous attaquer en justice parce que vous avez le même nom que sa marque qui, étrangement, est identique à la vôtre. Voilà. Donc, ça, il faut faire attention. Il y a eu plusieurs cas exemplaires avec, par exemple, la marque Crocodile et le logo très ressemblant à Lacoste, donc avec des procès perdus. Donc voilà, ça, c'est un conseil que je donne sur il y a eu une époque de ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Il y a des tribunaux de médiation dans le domaine de la propriété intellectuelle, dont la majorité des juges sont des juges étrangers. Pourquoi? Parce que les Chinois eux-mêmes veulent souvent qu'il y ait une multiplicité d'origine des juges, parce qu'il y a encore une fois, leurs conflits sont entre eux, souvent, et tout ça. Moi, je voulais dire deux petits détails. D'abord, les montants auxquels Francis faisait référence, un compte de banque gelé, c'est dans les 10 millions de dollars. Ça vous montre à quel point maintenant on peut faire des choses. C'est un montant total de 11 millions. Je pense qu'ils ont réussi à geler 9 millions dans un différend. Donc, il y a quand même une possibilité d'avoir des recours ici. Maintenant, il faut aller en cours après pour faire la réclamation officielle de tout ça. Mais c'est gelé. On contrôle le montant, donc c'est déjà énorme. Et puis, un petit détail aussi qu'on ne vous a pas dit dans nos bureaux en Chine, sur 22 employés au total, on a 17 employés qui sont des employés chinois, qui ont souvent une très, très grande expérience parce qu'ils ont vécu bien plus. Nous, on passe en Chine, mais eux, ils restent. Et ils sont très intéressants et très stimulants. Et souvent, ils vont vous apprendre énormément de choses sur le marché. Moi, j'aurais bien aimé poser une question aux entreprises présentes, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé pour vous une implantation, en tout cas une présence locale en Chine? Quelle valeur ça a apporté pour vous, en fait? Dans notre cas, on a une directrice de compte et un ingénieur chinois.
ça a changé énormément, énormément, parce que là, on connaît vraiment nos clients directement. Donc, on parle avec nos employés. On a vraiment une relation intime avec nos clients et on a une croissance organique maintenant avec nos clients en ayant ces deux personnes-là pour nous en Chine. Parce qu'en Chine, il y a beaucoup de croissance organique dans la production porcine. Alors, au lieu d'aller vers plusieurs clients, on aime mieux grandir avec eux parce qu'un seul client en Chine peut avoir le même inventaire de porc que toute la production porcine du Québec. Alors, c'est important de grandir avec eux. Et pour grandir avec eux, on a besoin d'un service sur place. Sinon, dû à la COVID, on serait probablement sorti de la Chine en 2020 si on n'avait pas eu de personnel sur place. Mathieu? Oui, en fait, pour nous, ça nous a permis d'avoir des activités en sol chinois, d'avoir des personnes localement. Ça nous a aussi aidé à grandir, je le mentionnais un peu plus tôt, pour structurer nos activités, pour avoir au niveau financier, fiscal, les histoires de VAT, tout ça. Donc, ça nous a permis de travailler plus à armes égales, comme les Chinois, sur le marché chinois. Et ça nous a vraiment aidé à nous propulser. Ça a réglé des enjeux qui étaient peut-être plus d'ordre financier aussi. Et Pierre, toi, tu es toi-même ici. Moi, je suis moi-même ici depuis 9 ans, diriger les opérations du bureau. Essentiellement, si on veut jouer au soccer, on peut rester sur les lignes de terrain, mais ça ne fera pas de nous un meilleur joueur. Si on veut venir en Chine et jouer pour gagner, il faut être ici. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas jouer comme Mathieu l'exprimait plus tôt. On ne peut pas jouer à armes égales si on fait seulement des voyages d'affaires de 2 semaines à tous les mois ou à toutes les 8 semaines. Retour au Québec, c'est impossible. Donc, si on veut venir en Chine pour faire des affaires, faire de bonnes affaires, être ici pour jouer, pour gagner, il faut avoir une structure en Chine. Alors, oui, Philippe, un dernier mot peut-être? J'allais juste rebondir et reposer une question, puisque c'est très intéressant ce qui se dit ici. Je pense qu'on a encore pas mal de monde, donc ce qu'on dit, je pense, apporte une certaine valeur. En termes, vous avez une présence, on comprend que vous avez une présence locale, que ça a vraiment boosté votre développement sur place, c'est très important. Et donc, vous avez donc des ressources humaines, donc des collaborateurs, peut-être étrangers, le champion, des Chinois, bien sûr, certainement, il en faut. C'est très important pour comprendre la culture locale. Quels sont pour vous les challenges au niveau RH par rapport à vos implantations locales, à vos représentations? On peut commencer peut-être avec Mathieu. Pour nous, les enjeux RH, je dirais que ce n'est pas très différent du Canada. Je veux dire, recruter de la main-d'œuvre dans le contexte actuel, c'est un défi. Recruter les bonnes ressources, c'est un défi. Je ne pense pas que c'est différent en Chine du Canada. Nous, la Chine étant tellement intégrée dans nos activités, on a aussi, on est autant au niveau de l'approvisionnement aussi qu'au niveau de la distribution, de la vente, de la mise en marché, du marketing. Donc, on a des ressources qui parlent chinoises au Canada aussi. Donc, on a dans nos bureaux à Montréal des gens qui parlent chinois. Donc, avoir des personnes qui cadrent avec notre culture, j'en faisais mention un peu plus tôt, qu'ils soient en Chine, qu'ils soient au Canada, c'est toujours un défi. On veut des personnes qui vont grandir avec nous puis qui vont s'inspirer de nos valeurs. Mais je ne peux pas dire qu'il y a une particularité là, à recruter ou à garder des ressources en Chine versus au Canada. Comme Mathieu, les ressources humaines, peu importe le pays, il y a toujours certaines ressemblances. Des particularités, moi, je discute avec beaucoup de personnes dans mon domaine de différents pays qui sont en Chine et il y a toujours une ressemblance, c'est que même s'il y a quelqu'un qui travaille pour nous à 100%, cette personne-là collabore avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est des choses que je ne vois pas ici au Québec, au Canada ou dans d'autres pays. Mais en Chine, on voit souvent, j'ai des compétiteurs qui travaillent pour une compagnie de compétition. Des fois, ils m'appellent pour demander s'ils peuvent m'aider. Alors, même si un employé est 100% payé par une compagnie,
ne veut pas dire qu'il va travailler 100% pour cette même compagnie. Ça semble commun en Chine. Je ne sais pas aux gens qui vivaient là-bas à temps plein, est-ce que vous voyez ça, ce type de comportement-là avec des employés commerciaux principalement? C'est ce que j'allais ajouter. Les particularités en Chine, je crois, c'est surtout avec les vendeurs. Oui. Les vendeurs en Chine, personnellement, je trouve qu'ils sont aussi volatiles que de l'eau en ébullition lorsqu'on fait son café. Ouais. Donc, ça devient un peu challengeant, ça devient un défi énorme de former les employés, un vendeur de façon très, très rapide pour qu'il puisse donner des résultats le plus rapidement possible, puisqu'on sait que à Shanghai, dans le milieu scientifique, et je vais m'en tenir au milieu scientifique parce que je n'ai pas les données pour tous les autres domaines, mais la demi-vie d'un employé en termes de vente va être d'environ 18 à 20 mois. Donc, on peut s'attendre qu'à l'intérieur de 2 ans, cet employé-là va changer d'emploi. Par contre, il y a 4 ans, cette donnée-là était largement supérieure. Et donc, on tend à voir un ralentissement vers ça, ou à tout moins une standardisation avec le modèle nord-américain qu'un employé va rester aux alentours de 3-4 ans avec l'entreprise avant de changer. Ceci dit, les Chinois, à mes yeux, et ici c'est une opinion très, très personnelle, les Chinois sont des gens qui adorent le défi. Et donc, si on ne les met pas au défi à tous les jours, ils ne resteront pas. Et c'est un peu le contrebalancier, c'est-à-dire qu'il y a aussi les gens qui ne veulent pas vraiment être mis au défi, comme partout dans le monde, et ceux-là vont quitter très rapidement. Donc, moi, personnellement, lorsque je fais la gestion de tous mes employés, je les mets au défi à tous les jours. Je m'assure qu'ils ne soient pas confortables, qu'ils ne soient pas dans une situation où est-ce qu'ils vont s'asseoir et dire je rentre dans une routine. Et continuellement, je les déstabilise. De cette façon-là, je suis certain que les employés qui ne répondent pas aux valeurs de Cibistic quittent rapidement, alors que les autres, je sais que je vais les conserver sur un très, très, très long terme. Sur ça, je ne veux surtout pas prendre trop de temps, mais si vous voulez avoir d'autres, je parle maintenant plus aux entreprises, aux 30 entreprises qui restent, vous pouvez suivre mon LinkedIn personnel. Je donne régulièrement des conseils sur la culture asiatique, sur la façon de faire en Chine, via les endroits où je suis tombé, où est-ce que j'ai dû mettre un genou par terre et me relever. Et vous pourrez suivre un peu les activités, prendre de l'expérience via ces posts qui sont assez réguliers. Alors, moi, je vais... veux-tu ajouter quelque chose là-dessus? Je voulais juste mentionner que c'est une très bonne idée. En fait, je peux même le dire pour nous aussi. Suivez-nous. Hein, c'est une bonne façon de savoir ce qui se passe sur le marché. Hein. On a maintenant un compte, un profil LinkedIn des représentations du Québec en Chine. Donc, suivez-nous sur LinkedIn. Suivez-nous aussi si vous avez WeChat. On a un code QR qu'on peut vous partager pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, Francis, tout à l'heure, pour quelque chose de spécial. Mais on va terminer là-dessus, Philippe. Très bien. Hein? Bon, mais je voulais dire un dernier mot quant à moi, parce que tu as parlé, Pierre, de la culture asiatique. Et Monsieur Thériault a parlé aussi du fait qu'il faut peut-être toujours prévoir une porte de sortie en Chine, parce qu'il y a des impondérables. Donc, il faut être prudent. Et moi, je vous dis une chose, si vous pensez Chine, vous pouvez aussi penser Asie. L'Asie est un marché en croissance inouïe. Il y a des opportunités extraordinaires. Le Québec a 5 bureaux en Asie, à Tokyo, Séoul. Si on parle de l'ensemble de la Chine et de Hong Kong, c'est un autre bureau. Singapour et Mumbai en Inde, c'est des bureaux qui vont se développer au cours des prochaines années. Et je peux vous dire que nous travaillons sur une base hebdomadaire, sinon quotidienne, avec des dossiers pour vous offrir des alternatives. Moi, je dis tout le temps, à Shanghai, on est à 2 heures de vol de Tokyo et de Séoul. Vous avez des Québécois là qui vous attendent aussi. Donc, c'est très possible de faire un voyage où vous faites le long trajet à Shanghai, Montréal, Shanghai, vol direct. Puis après ça, vous faites un rayonnement. C'est comme aux États-Unis, hein, on fait. Et puis, vous êtes dans 3 pays différents. Et il y a des opportunités extraordinaires. Donc, si la Chine va bien ou si la Chine a des difficultés, vous avez des options ailleurs et c'est très important de savoir ça. Est-ce que j'ai raison, M. Thériault? Oui,
D'ailleurs, la Corée est un marché où nous sommes en Corée depuis 10 ans déjà. Alors, je laisse Francis avec son mot de la fin qui est un peu notre devise des bureaux du Québec en Chine. En même temps, c'est un peu, ça a été une devise absolument historique en Chine. Alors, je vais te laisser le dire, Francis. C'est un clin d'œil d'une autre époque, mais souvent quand on a des bons coups, les employés sont fiers de mentionner Wei Zhenmin Fu, qui veut dire un peu on est là pour servir le peuple. Donc, et c'était un slogan de l'époque maoïste, Wei Zhenmin Fu, servir le peuple. Alors, on est là pour ça. C'est vos taxes qui nous payent, profitez-en. Et puis, pour Philippe, c'est ce qu'on appelle des services complémentaires. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Eux vont plus loin que nous dans ce qu'ils peuvent vous offrir et ça vaut la peine aussi. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Vous avez donc à votre disposition une équipe de champions au Québec et en Chine pour vous servir. Merci à tous. Vous avez nos contacts donc, sur cette dernière slide. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout complément d'information. On vous souhaite une excellente journée pour ceux qui sont au Québec. En France, une bonne après-midi. Et à nous, on va souhaiter une bonne soirée. merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt, tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Merci, tout le monde. Au revoir Merci à à tous. tous. Avec plaisir.